Bonjour à toutes et à tous de nouveau. Pour cette session, on a deux présentations, les deux en présence, et toutes les deux se portent sur la présence de personnes étrangères, ni françaises, même ni européennes, ni indigènes, dans les colonies françaises de la fin du 19e et surtout au 20e siècle. Ce sont soit des Japonais ou des Japonaises en Indochine, dans le cas de Nina Loret, soit un groupe asiatique beaucoup plus hétérogène au Cameroun. Ce sont des Japonais, Chinois, Libanais, des personnes d'Arabie Saoudite. Dans le cas de Amadou Souleymanou. La question, c'est de savoir comment ces groupes ont-ils été comptés et comment faire du sens de leur quasi-absence dans les archives et dans l'historiographie. Donc Amadou est chargé de cours au département d'histoire de l'université de Douala au Cameroun et il va présenter ses recherches. Bien, merci. Est-ce que je peux avoir... Bien, merci. Je commencerai par remercier les organisateurs qui nous ont donné l'opportunité de présenter ce travail. Merci infiniment. Bien, notre communication porte sur les données chiffrées et l'écriture de l'histoire des présences économiques asiatiques au Cameroun colonial, une réalité coloniale mineure. En réalité, nous avons fait un certain nombre de constats. D'accord. Bien en attendant, en fait, nous avons écouté des communications sur le Cameroun et dans ces communications, on s'est rendu compte que beaucoup de problèmes relatifs aux chiffres concernaient l'administration coloniale française ou du moins le système colonial et les populations. Alors, dans notre communication, il est question de voir comment est-ce que l'administration coloniale française a joué avec les chiffres concernant d'autres acteurs qui se sont retrouvés dans l'univers colonial, notamment les acteurs asiatiques. Parce que nous avons essayé, dans le cadre du travail, de traiter de la partie aussi bien du mandat que de la tutelle. Donc, le Cameroun sous administration française. On a laissé la partie britannique parce qu'il était assez complexe de pouvoir véritablement travailler sur les deux environnements. Alors, nous avons donc fait un certain nombre de constats qui nous ont permis de travailler sur cette thématique, notamment la question de la rareté ou de l'invisibilité des données chiffrées sur les présences asiatiques au Cameroun pendant la période française. Les statistiques coloniales que nous avons eues à visiter étaient notamment centrées sur les puissances occidentales. Pourtant, à partir de 1922, avec la mise en place du principe de la porte ouverte, toutes les puissances ou alors les entreprises commerciales avaient le droit de circuler sur le fleuve Congo pour pouvoir véritablement commercer ou échanger avec les territoires qui étaient sous mandat ou sous tutelle de l'ONU, en fait de la SDN et puis de l'ONU. Ensuite, nous avons essayé, au niveau de l'historiographie camerounaise, de voir qu'est-ce que les classiques de l'histoire du Cameroun disaient concernant ces différentes présences-là. Nous avons notamment Angèle Benvin, Victor Julius Jingo, Ndjema, Richard Joseph, tous qui ont travaillé sur l'histoire du Cameroun pendant toute la période coloniale française, mais on s'est rendu compte véritablement que les puissances ou alors les entreprises asiatiques n'étaient pas présentes dans les écrits de ces différents auteurs. On retrouve quelques écrits dans les travaux de Deltom, dans la guerre du Cameroun, notamment quand il parle de l'UPC de la Chine, de l'assistance de la Chine au mouvement nationaliste camerounais. Et on se rend compte donc que l'histoire du Cameroun, avec
ces pays asiatiques ne concernaient que la partie politique et relations internationales. La dimension économique n'était pas très mise en valeur. Alors, de ces différents constats, nous avons donc eu à formuler un certain nombre d'objectifs qui étaient donc de visibiliser ces données sur l'écriture de l'histoire du Cameroun. Ça, c'était le premier objectif. Le second est celui de mettre en valeur les activités économiques mises en place par certaines entreprises et ou États asiatiques au Cameroun sous domination occidentale. Et le dernier s'est intéressé donc à la dynamique des présences coloniales asiatiques qui n'ont pas fait l'objet de beaucoup de travaux dans l'historiographie camerounaise. Alors, les questions de recherche que nous avons eu à formuler ici nous amènent donc à nous questionner sur les pays asiatiques qui ont été présents dans l'univers colonial, que ce soit pendant la période de mandat ou alors plus tard pendant la période de tutelle. Il était également important de connaître quelle était véritablement la place de ces pays ou entreprises asiatiques qui occupaient donc la place qu'ils occupaient dans les statistiques ou le processus de production des données coloniales, notamment entre la rareté des données, l'indifférence ou plus ou moins est-ce que c'était un problème de volonté coloniale, une orientation coloniale. La troisième question qu'on s'est posée était celui des rôles de ces États ou entreprises. Qu'est-ce qu'ils ont eu à jouer comme rôle dans le processus de colonisation ou alors d'exploitation de la colonie. Et enfin, on s'est posé la question des données statistiques asiatiques au Cameroun. Est-ce que c'est une réalité coloniale mineure, d'autant plus que l'administration coloniale pendant longtemps n'a pas tenu compte d'un certain nombre de chiffres qui véritablement permettaient de mettre en valeur la présence asiatique au Cameroun. Alors, au niveau de notre plan de recherche, nous l'avons bâti en 3 grandes articulations. La première va donc essayer de voir quelles sont les différentes puissances ou alors pays ou entreprises asiatiques qui étaient présentes au Cameroun pendant cette période. La deuxième articulation va nous amener à mettre en valeur ce qu'on a pu obtenir en tant que données statistiques qui permettent plus ou moins de se rendre compte du passage ou alors de la présence asiatique au Cameroun colonial. Et la dernière articulation est de questionner ces données statistiques afin de voir est-ce que véritablement elles ont permis de se rendre compte de tout ce qu'il y a eu comme passage asiatique au Cameroun pendant cette période coloniale. Maintenant, il faudrait peut-être préciser que ces différentes données, je les ai collectées notamment aux archives nationales du Cameroun lorsqu'elles n'étaient pas fermées, parce qu'elles sont fermées depuis 2019, et donc c'est très difficile aujourd'hui de pouvoir y avoir accès. J'ai également eu des archives au niveau de la Chambre de commerce à Douala et quelques archives venues d'Aix en Provence. Alors, je vous mets là une photo qui montre un peu la présence asiatique en Afrique en général. Là, nous sommes au Congo. Et là, on voit des travailleurs asiatiques sur un chemin de fer, le chemin de fer du Congo. Et pendant cette période, on faisait venir des travailleurs asiatiques. Là, on a des travailleurs chinois avec ce qu'on avait appelé la traite des coulisses. Avec la traite des coulisses, ils étaient présents sur le territoire africain et ils ont plus ou moins participé à la construction des grands chemins de fer, des routes, etc. La spécificité ici était liée au fait que l'administration coloniale pensait que ces travailleurs asiatiques étaient beaucoup plus qualifiés que les travailleurs locaux. Mais l'expérience a été désastreuse parce que beaucoup parmi eux se sont rebellés et certains ont été renvoyés. Oh là là. On est bloqué. Alors, il est question donc dans la première articulation d'essayer d'identifier tout ce qu'il y a eu comme nationalité asiatique au Cameroun. Et là, nous l'avons sectionné en 2 parties. Dans la première partie, nous avons traité la période de mandat et dans la seconde, la période de tutelle. Et là, on va se rendre compte que l'Union indienne était présente au Cameroun à partir de 1914. Pendant la Première Guerre mondiale, avec notamment les forces expéditionnaires qui ont fait jonction afin de libérer et de chasser les Allemands du Cameroun. On avait donc le contingent anglais, un des contingents anglais qui était venu avec le général Dobell, qui ont débarqué donc
dans la ville de Douala. Et dans les troupes anglaises, on retrouvait donc de nombreux soldats indiens sur lesquels on va revenir. On a également les Japonais qui arrivent autour des années 1930. On a la Chine qui arrive beaucoup plus tard. Mais la particularité de la Chine relève du fait que la Chine était présente sur le plan politique en Afrique, mais sur le plan économique, on ne disait pratiquement rien. Pourtant, il y avait des produits chinois un peu partout en Afrique. On a également le Liban, donc on n'a pas la date exacte, autour des années 1900. L'Arabie saoudite qui est présente depuis la période précoloniale, notamment avec les pèlerinages et tout ce qui se passait. Pendant la période de tutelle, on a une présence beaucoup plus importante, même si au niveau des statistiques, on n'a pas beaucoup de données. On a donc le Japon, la Chine, le Liban, l'Arabie saoudite, la République indonésienne, l'Inde, le Pakistan, Hong Kong, l'Irak, Israël et Taïwan, en plus des puissances qui étaient présentes déjà pendant la période de mandat. Dans la deuxième grande articulation, donc, il est question de voir au niveau des données statistiques les traces visibles et invisibles qui permettent donc plus ou moins de pouvoir restituer cette histoire coloniale et le rôle que l'administration coloniale a joué dans ce processus d'écriture. Alors, on s'est rendu compte que l'administration coloniale, dans l'écriture ou dans la production des statistiques, n'a pas toujours tenu compte de toutes les puissances asiatiques ou alors de tout ce qu'il y avait comme élément asiatique sur le territoire camerounais. Nous avons là sur cette photo le cimetière botanique à Limbé, qui est un cimetière militaire qui date de la Première Guerre mondiale et qui permet donc sur cette tombe d'identifier un certain nombre de nationalités. Parmi ces nationalités, on trouve des soldats indiens qui sont morts au Cameroun pendant la Première Guerre mondiale. La particularité, c'est que ce cimetière, il a été créé juste pour un espace de commémoration. Mais les sites sur lesquels on a enterré ces différents soldats sont ailleurs. Il y a je pense qu'il y a deux sites qui ont été où on peut retrouver les tombes de ces différents soldats. Et donc, l'Inde est identifiée ici comme le premier pays qui serait, enfin les Indo-Pakistanais avant la partition, bien entendu, sont identifiés ici comme les premiers asiatiques qui seraient arrivés au Cameroun pendant la période coloniale. Après la guerre, ils sont repartis. Mais au niveau des archives, on ne trouve pas grand-chose. On ne trouve pas grand-chose, sauf qu'il nous a été demandé de consulter également les archives anglaises afin de voir si, dans les carnets du général Dobell, on pouvait véritablement avoir un certain nombre d'informations. Mais la partie française, on n'a pas eu beaucoup d'éléments. Comme je le disais, peut-être on n'a pas pu exploiter toutes les archives qu'on pouvait avoir, d'autant plus que les archives sont fermées. Alors ici, on a un document d'archives qui date de 1933. Et ce document d'archives permet de se rendre compte des principaux clients du Cameroun de l'année 1933. Ce qui est intéressant ici, on retrouve un certain nombre de nationalités, notamment l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, la Hollande, je pense, les États-Unis, mais on ne dit rien sur les puissances asiatiques. C'est la même archive là. Mais curieusement, au niveau des statistiques, on ne dit rien, mais quelque part, à la fin de la statistique, on nous fait comprendre que grâce à des conditions de prix rendant difficile toute concurrence, le Japon a accru considérablement ses fournitures de tissus, de bonneterie, d'articles de ménage, etc., etc. Mais au niveau des statistiques qu'ils font, on ne classe pas le Japon comme une puissance ou alors comme un acteur économique important sur le territoire du Cameroun. J'ai essayé de faire un tableau pour recenser. Parce que là, nous sommes en 1933 et le Japon va se positionner au Cameroun comme le principal importateur dans les statistiques. C'est le pays qui aura le plus importé au Cameroun. Et pendant cette période, il y a au niveau des populations camerounaises une certaine élite, avec notamment le passage du système d'indigènes à évoluer, une jeune communauté de Camerounais qui commence à s'émanciper.
Et pendant cette période, les vélos étaient très prisés. Et donc, le Japon importait beaucoup de bicyclettes. Les Camerounais étaient friands de ces produits, en plus des autres produits liés au tissu, bonneterie, etc. Et on va donc se rendre compte que l'administration coloniale française va favoriser les importations japonaises afin de limiter les coûts de ces importations. Elle va donc privilégier une importation orientée beaucoup plus sur les populations occidentales. Et donc, pour satisfaire les populations indigènes, ils vont donc donner la possibilité au Japon d'importer massivement un ensemble de produits. Mais jusque-là, au niveau des statistiques, le Japon n'apparaît pas comme une puissance majeure. Pourtant, en 1933, elle était le principal importateur. Là, on a un tableau statistique que j'ai essayé de monter à partir de ces éléments collectés aux archives nationales. Et on va se rendre compte que la première apparition du Japon sur les tableaux statistiques, c'est en 1937. 1937. Donc, entre 1933, où ils sont très importants, et 1937, la France se rend compte qu'ils ne peuvent ne plus mettre le Japon dans les documents statistiques. Et là, ils sont obligés de le faire parce qu'avant cette date, le Japon était répertorié dans autres pays, si vous essayez de voir le tableau que j'ai mis en place. Et donc, à partir de 1937, ils sont obligés de mettre le Japon. Et si vous observez bien, même pendant cette période, le Japon est un important importateur, aussi bien en termes de tonnage qu'en termes de valeur et de pourcentage. Le pourcentage des importations japonaises pendant cette période est de 14%, le plus important au Cameroun, après la France qui est de 26,6%. Alors, au niveau de ce tableau, on essaye donc de voir, encore une fois, ce pourcentage qui véritablement classe le Japon dans l'économie camerounaise de la période coloniale comme un pays véritablement important. Nous avons là, j'ai voulu illustrer une des bicyclettes qui était très prisée pendant cette période coloniale et dont les populations ont eu à requérir donc, auprès des marchands japonais. Mais il faut préciser que l'administration coloniale française ne permettait pas aux bateaux japonais de pouvoir accoster, ou véritablement l'équipage de pouvoir vivre sur le territoire du Cameroun. Ils débarquaient à quai, il y avait des intermédiaires, des commerçants de différentes nationalités qui achetaient ces produits au Cameroun et ils repartaient parce qu'ils circulaient autour du golfe de Guinée pour rentrer chez eux. Alors, pour ce qui est de la Chine, l'essentiel des archives traite beaucoup plus de la guerre de libération, notamment du mouvement nationaliste, du communisme, le soutien de la Chine à l'UPC au Cameroun, qui était le parti contestataire nationaliste qui véritablement voulait s'affranchir de la tutelle française. Et là, on a un document d'archives privées de Feuze qui était appelé Jean Chine, qui a eu à faire sa formation en Chine et au retour du Cameroun, il a pu aider dans le maquis, dans le cadre donc, de la lutte contre le gouvernement colonial français. Et à partir de là, on se rend compte que les archives françaises ne traitent pas des données économiques de la Chine au Cameroun. Ils traitent essentiellement des aspects politiques. Il y a d'autres documents d'archives qui montraient comment les nationalistes sont allés se former, etc. Ils sont revenus, les stratégies militaires qu'ils ont mis en place. Mais sur le plan économique, on ne dit pratiquement rien. Mais lorsqu'on essaye... au niveau des traces des populations, on se rend compte qu'il y avait beaucoup de produits chinois qui entraient au Cameroun et qui véritablement étaient plus ou moins appréciés par les populations compte tenu de leur prix et de leur accessibilité. Nous avons mis également, concernant le Liban, les Libanais étaient très présents au Cameroun pendant la période coloniale, mais au niveau des archives, pendant la période de mandat, il n'y a pas beaucoup de choses. C'est à partir de la tutelle, véritablement, qu'on parle beaucoup plus des Libanais. Mais pendant la période de mandat, ils étaient très présents et leurs présences sont plus ou moins caricaturées dans les romans camerounais. J'ai mis là le roman d'un auteur, Isa Boto, Ville cruelle,
qui essaye de montrer comment est-ce que les Libanais étaient beaucoup plus rudes en matière de transactions économiques, d'échanges avec les populations indigènes. Et dans ce livre, on voit comment est-ce que les populations libanaises, contrairement aux autres acteurs qui étaient présents sur le territoire camerounais, que ce soit surtout asiatiques, eux, ils allaient dans l'interland, ce qu'on appelle l'interland, dans les villages, pour pouvoir écouler leurs marchandises, échanger avec les populations et revenir dans les grands centres urbains. Par contre, pour ce qui est des autres puissances, eux, ils se limitaient dans les grandes villes. Mais au niveau des archives, on ne trouve pas grand-chose là-dessus. Alors, là, j'ai mis un certain nombre de documents qui permettent, pendant la période de tutelle, de se rendre compte véritablement de l'évolution des choses. On commence à voir apparaître certaines puissances asiatiques qui véritablement ont pris pied au Cameroun et échangent plus ou moins avec les populations camerounaises. On a notamment le Japon, parce qu'après la libération 54-55, ils ont commencé à être présents. Le Liban, la République indonésienne, la Chine, malgré la guerre d'indépendance, on les retrouve plus ou moins sur les documents statistiques, même si ce n'est pas assez fourni. Là également, on voit à partir de 54 une certaine évolution au niveau des différents produits. Alors, les produits qui étaient échangés concernant le Japon, j'ai eu à les évoquer. Le Liban faisait beaucoup plus dans le commerce général, mais il faisait aussi dans l'exploitation de l'or et beaucoup plus dans la vente des chaussures. Au niveau des Indonésiens, on a pu identifier au niveau de ces archives le commerce de la bière, du tabac pur. Pour ce qui est de la Chine, on a recensé les vêtements et la bonneterie. Et pour ce qui est de l'Inde, on est également dans vêtements, bonneterie, parapluie. Parce que les Indiens, après les indépendances, ont mis en place la première industrie de fabrication des parapluies au Cameroun. Mais ça, c'est après les indépendances. C'est une période qui ne nous intéresse pas dans le cadre de cette communication. Alors, on a eu à voir un certain nombre de traces des présences asiatiques au Cameroun et on s'est posé un certain nombre de questions. Pourquoi leur invisibilisation? Est-ce que c'était parce qu'ils n'étaient pas très visibles en contexte colonial? Est-ce que c'était dû à l'indifférence de l'administration coloniale ou alors c'était une volonté coloniale? Mais lorsqu'on se questionne, on pense quand même qu'il y avait une volonté coloniale parce que l'administration coloniale ne considérait pas véritablement les puissances asiatiques comme des puissances concurrentes. Et compte tenu de ce fait, ils n'ont pas pris en compte un certain nombre de données statistiques qui véritablement pouvaient visibiliser ces présences au Cameroun. Alors, au niveau de l'impact de ces présences dans l'économie camerounaise, il est important de dire qu'au niveau des populations, cette présence économique a été très importante. Parce que les produits qui venaient de la France ou d'autres territoires occidentaux n'étaient pas accessibles à toutes les populations camerounaises. Par contre, avec l'industrie balbutiante asiatique, notamment japonaise, ils ont pu se doter d'un certain nombre de produits dont ils ne pouvaient pas avoir accès pendant cette période-là. Et parallèlement, on se pose les questions de responsabilité coloniale. Est-ce que les puissances occidentales qui étaient présentes au Cameroun, qui ont exploité le Cameroun, étaient les seuls responsables? Est-ce que le fait que les puissances coloniales, notamment la France, n'aient pas visibilisé ces présences-là, a fait en sorte qu'elles assument seules la responsabilité coloniale? C'est autant de questionnements que nous nous posons par rapport à ce comportement de la France ou cette invisibilisation des puissances asiatiques pendant la période coloniale. L'autre questionnement relève de la difficulté à avoir accès à manipuler ces données éparses. Parce que la véritable difficulté, c'est que ces données, elles sont vraiment disparates. Et pouvoir les collecter et les traiter est très, très difficile et très complexe. Et enfin, est-ce qu'à partir de ces statistiques, est-ce que ces statistiques maigres font donc de cette histoire une histoire mineure? Nous pensons que non. Tous les acteurs qui, pendant la période coloniale, ont plus ou moins impacté
d'accord, le processus colonial, on peut être considérés comme des acteurs à part entière. Il n'y a pas eu d'acteurs mineurs ou encore moins d'acteurs majeurs parce que le comportement et les activités que les uns et les autres ont menées sur le territoire ont plus ou moins, d'accord, impacté le processus colonial. Voilà ce que je pouvais dire concernant cette invisibilisation de l'Asie en général sur le territoire camerounais. Peut-être je peux faire, si j'ai une minute, sur... voilà, si je peux faire un petit retour sur l'Arabie saoudite particulièrement. On n'a pas trouvé assez d'éléments. Mais l'Arabie saoudite, elle est présente sur le territoire camerounais depuis la période précoloniale. Parce qu'avec le commerce transsaharien qu'il y avait dans la partie nord, qui arrivait jusqu'au nord Cameroun, c'était les premières populations à être en contact avec l'islam. Et donc, le pèlerinage à la Mecque se faisait chaque année. Et le retour de ces pèlerins influençait parce que ceux qui étaient riches revenaient avec un ensemble de biens, un ensemble d'érudits, afin de venir perpétrer, enseigner, mettre en place cette idéologie qui véritablement a impacté sur toute la partie nord du Cameroun. Mais au niveau des archives, pendant la période coloniale, il n'y a pas grand-chose. Pourtant, la présence ou l'influence, l'impact arabo-musulman est très ancré dans la partie nord du Cameroun. Voilà ce que je pouvais dire concernant cette communication. Je vous remercie. Merci beaucoup, Amadou, pour cette présentation très intéressante. Je propose en fait une ou deux petites questions, mais bien sûr, j'ouvre la discussion après. Je crois qu'on a eu deux présentations qui montrent très bien à quel point on peut utiliser les chiffres comme prisme pour étudier l'histoire socio-économique des colonies. Qui portait sur en fait l'absence des données statistiques ou le changement de catégorie. Et même si les deux présentations allaient dans une direction un peu différente, je crois qu'on peut les mettre en relation l'une avec l'autre. En fait, pour Nina, j'ai une petite question sur... si on voit en fait les efforts qu'ont fait les bureaucraties en Indochine de registrer les Japonais, les Japonaises, même avec tous les changements et tous les défauts, on voit une production constante et une préoccupation massive en fait avec ces chiffres. Mais la question qui se pose, et là j'ai été influencé aussi par un article écrit par Emmanuel Sibeux, qui est ici présente, sur l'anthropologie physique. Est-ce que c'est une science qui fait du sens, qui est useful en anglais? Et donc, la question qui se pose un peu, c'est si au-delà du devoir bureaucratique d'enregistrer ces populations, qu'est-ce qu'on faisait avec ces chiffres? À quoi ces chiffres servait? Est-ce qu'on basait des politiques là-dessus? Ou est-ce que c'était simplement un instrument de savoir? Mais de nouveau, la question se pose, mais pourquoi? Et pour Amadou, en fait, je trouvais très intéressant de voir une présentation qui mettait ensemble des groupes très hétérogènes, allant d'une présence Arabie Saoudite de pèlerins, ou en fait des liens avec Mecca d'une part, mais aussi avec les communautés marchandes libanaises et l'importation japonaise. Et parce qu'on a une historiographie, je crois, qui parle beaucoup de ces communautés marchandes, des Libanais, aussi des Indiens en Afrique orientale. Aussi une historiographie qui parle des coulis indiens et chinois
au début du XXe siècle, dans plusieurs parties de l'Afrique. Mais la question, ce serait vraiment à quel point l'idée que ce sont tous des Asiatiques, ces groupes que vous avez mis ensemble dans la présentation, c'était aussi une idée qui était présente au Cameroun, que c'était des Asiatiques. Quel était le lien qu'on établissait entre les Libanais et les Chinois? Est-ce qu'ils étaient vus d'une manière similaire? Parce qu'il y a quand même des groupes qui étaient colonisés ou qui étaient sous mandat. Il y a des groupes comme les Japonais qui étaient un pays indépendant. Et je me demande un peu à quel point, c'est aussi une question pour Nina, à quel point ces traitements différents entre, par exemple, les Japonais et les Chinois ont aussi beaucoup à voir avec le statut politique et en fait les attributions civilisationnelles qu'on avait pour ces différents pays. Tu veux commencer ? Alors sur cette question, merci beaucoup déjà pour ces 2 points qui vont me servir un peu à développer des arguments que j'avais pas eu le temps de mettre dans ma communication. Sur l'utilité de ces recensements, à quoi est-ce qu'ils servent, pourquoi est-ce qu'on collecte du chiffre, je dirais qu'il y a 2 dimensions différentes. Pour les Japonais, il y a la vraie préoccupation par rapport au nombre de Japonais qui circulent sur le territoire en Indochine en lien avec l'espionnage. Notamment, il faut savoir combien sont les Japonais, avec qui est-ce qu'ils correspondent. J'ai parlé de ces rapports de surveillance très détaillés. Savoir combien exactement ils sont, à quel moment sur le territoire, avec qui ils commercent, est-ce qu'ils échangent notamment avec la population identifiée comme indigène. C'est des vraies préoccupations en fait à cette époque-là. Donc moi, je le lis plutôt avec ça. Et pour le comptage des femmes, je dirais plutôt en lien avec la gestion de la prostitution coloniale. Il faut savoir combien elles sont pour ensuite pouvoir, par exemple, rendre des visites obligatoires aux dispensaires médicaux locaux qui sont obligatoires dans le cadre de la prostitution coloniale notamment. Donc je dirais que c'est des objectifs de recensement qui sont très différents selon les franges de la population japonaise. Et d'ailleurs, selon des préoccupations qui sont locales, on voit qu'au niveau local, si un chiffre existe sur les femmes japonaises, c'est bien parce qu'il y a cette dimension de dispensaire qui là plutôt est ancrée dans la gestion des villes, alors qu'au niveau plus global de l'Indochine, c'est cette problématique de l'espionnage qui prédomine, d'où un comptage des hommes peut-être uniquement. Mais ça, c'est une hypothèse. Et pour le traitement différencié des Japonais par rapport aux Chinois, je dirais qu'il y a un rythme de 2 vitesses, mais qui a aussi été mis beaucoup en avant par Miho Matsunuma dans son article. C'est-à-dire que d'un côté, on a les dignitaires japonais qui visitent l'Indochine, par exemple les diplomates qui sont envoyés par le gouvernement japonais, je pense aussi aux ingénieurs japonais qui vont visiter les mines, qui, là, sont beaucoup mieux traités par les autorités coloniales et qui ont aussi la possibilité d'effectuer des recours. Par exemple, il me semble que c'est en 1912, il y a des dignitaires japonais qui sont retenus en quarantaine au niveau de leur arrivée dans les ports. Là, tout de suite, en fait, ils vont alerter les autorités japonaises pour dire qu'en fait, ils ont fait l'objet d'un traitement qui est injuste et ils ont des capacités de recours. Donc, les personnes qui sont identifiées comme des Japonais plus importants sont bien traitées et assimilées aux Européens par les autorités coloniales, notamment aussi dans le cadre de l'exposition universelle de Hanoï, par exemple. Mais d'un autre côté, on voit que les femmes japonaises qui sont associées aux activités de prostitution, et ça de plus en plus au fur et à mesure de la fermeture des maisons de tolérance dans les années 1920, ça va être considéré comme une population d'indésirables. Et là, il faut les identifier pour empêcher leur retour illégal dans la colonie, leur arrivée illégale. Donc je dirais qu'il y a, au sein de cette population de Japonais à cette époque-là, se joue vraiment la question de la respectabilité en situation coloniale. Qu'est-ce qu'un sujet japonais respectable, notamment aux yeux des empires coloniaux européens? Et il est clair que voilà, les femmes qui sont liées aux activités prostitutionnelles n'en font pas du tout partie. Merci beaucoup, Nina. Bien, concernant donc l'assimilation de ces différentes populations présentes au Cameroun, en fait, pendant la période de mandat, il y avait 2 catégorisations. Parce que, notamment, que ce soit les Libanais qui étaient présents,
les autres présidents, notamment arabes et tout le reste, étaient considérés comme des Libanais. On les appelait tous les Libanais. Et tous ceux qui étaient de l'Asie de l'Est étaient appelés les Japonais. Mais pendant la tutelle, avec ce qu'on a appelé la guerre de libération du Cameroun, c'est devenu une affaire des Chinois. Parce que pendant cette période-là, tout ce qui était Asie de l'Est était considéré comme des Chinois, qu'ils soient philippins, qu'ils soient coréens, qu'ils soient taïwanais, etc. On les appelait tous des Chinois. Et donc, à partir de là, on se rend compte que la catégorisation de ces populations-là au Cameroun obéissait aux premiers arrivants. Parce qu'une fois que les Camerounais avaient le nom d'une nationalité, ils en faisaient donc tous les ressortissants du grand groupe qui pouvait arriver sur le territoire. Et jusqu'à aujourd'hui, ça perdure parce que aujourd'hui, tout ce qui est Asie de l'Est est considéré comme chinois. Que vous soyez coréen du Nord, coréen du Sud, que vous soyez bien, on dit sont les Chinois. Donc, les Camerounais n'arrivaient pas véritablement à distinguer les nationalités. Ce qui fait qu'au niveau des enquêtes de terrain, lorsqu'on essayait de demander est-ce que les Japonais étaient là, ils disaient que non, les Chinois étaient là. Pourtant, ils ont entendu parler des bicyclettes. Quand on essaie de recouper sur le plan chronologique, on se rend compte que ce n'était pas les Chinois, mais c'était plutôt des Japonais, des spécificités de ce genre. Merci. Merci beaucoup. Je vois déjà 2 questions, 3 questions, 4, 5, 6. Bon, c'est beaucoup. Je commence là avec Emmanuel, après Yannick, vos 2 messieurs et encore 2 personnes, 3 personnes là. Mais on commence avec Emmanuel et après Yannick. D'accord. Je vais essayer d'être brève. Merci beaucoup pour vos communications. Je trouve qu'elles étaient vraiment fascinantes parce qu'on dit toujours la situation coloniale, c'est des groupes différents, c'est des sociétés très morcelées. Et là, vous nous l'avez montré en partant des statistiques de façon tout à fait passionnante. Alors, le problème de partir des statistiques, c'est que, comme très souvent, les chiffres avalent le politique. Et je voudrais vous poser à tous les deux des questions sur la façon de remettre un peu de politique là-dedans. Parce que pour Nina, et puis la façon aussi de quoi faire avec un tout petit groupe. Parce que quand même, il me semble qu'autour de ces prostituées japonaises se jouent des enjeux de racialisation importants et à diverses échelles, parce que le péril jaune, au début du XXe siècle, ça a beaucoup travaillé. Et par ailleurs, je me demandais aussi ce qui se passait à la sortie de la Première Guerre mondiale. À la sortie de la Première Guerre mondiale, dans le monde de la prostitution, il y a des circulations un petit peu inédites. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est, je sais pas du tout ce qu'il en est en fait pour l'Indochine et les prostituées japonaises, mais en tout cas, en Afrique, on en voit apparaître quelques-unes, et c'est des choses qu'on voit un peu dans les archives. Il me semble pas qu'il y ait un travail systématique, mais cette question d'avoir des prostituées de groupes d'origines différentes en fonction des groupes, qui est vraiment dans la logique de la situation coloniale, est-ce que vous avez un moyen, du coup, soit de comparer à l'intérieur de la société indo-chinoise, soit à l'échelle peut-être des sociétés asiatiques, si c'est plus cohérent, soit dans le cadre intra-impérial français, si ça a une pertinence. Alors, je regrette que hier, dans les 2 doctorantes qui étaient chargées de faire le compte-rendu de la conférence, il y avait Laura Ariol qui fait une thèse sur la catégorie d'indésirables en Afrique de l'Ouest, et je pense que, bon, je vois que vous la connaissez. Alors, pour Amadou Souleymane, alors, en fait, au départ, quand je vous ai écouté, j'étais pas convaincue par le fait que la catégorie asiatique avait une pertinence, parce que les coulis chinois, les libano-syriens, les Indiens, ensuite, on se dit, mais c'est des gens très différents, ou les Japonais. Et en fait, je trouve que vous nous avez montré quelque chose de très important en rappelant aussi qu'il y a des histoires de consommation des Camerounais et que ça se fait par là. Mais est-ce que là aussi, il faudrait pas remettre du politique après la Première Guerre mondiale, parce que tout ce que vous nous avez raconté, ça fait quand même largement écho, d'une part, à ce que dit Susan Pedersen sur le fait que la commission des mandats, une des choses qu'elle est arrivée à faire, c'est de mettre en place vraiment la politique de la porte ouverte et de l'imposer, en fait, dans le cadre impérial.
Du coup, c'est intéressant par rapport aux Japonais qui changent de statut à ce moment-là. Mais du coup, est-ce que c'est pour ça que je questionnais votre catégorie? C'est parce que en fait, on pourrait mettre les Suisses aussi là-dedans, parce que les Suisses aussi, ils font éclater ce cadre-là en utilisant le fait qu'ils sont dans la Société des Nations, donc ils ont accès aux territoires coloniaux sur le plan sur le plan économique. Et il se trouve qu'actuellement, il y a un livre en préparation sur la Genève coloniale et post-coloniale. Mais je me demandais s'il ne fallait pas remettre du politique aussi dans les années 40-50, parce que les Indiens, qui sont les premiers à installer la fabrique de parapluies ou autre chose, quel lien il y a avec tout ce qui se passe, tout l'activisme indien, en fait, dans l'ONU, par exemple. Enfin, on se demande là comment on pourrait faire le lien. Merci. Je crois qu'en fait, on a déjà beaucoup de questions, donc je donne la parole aux deux intervenants. Je vais essayer d'être brève. Merci beaucoup pour les questions. Ce premier enjeu de la racialisation des Japonais, alors ça a beaucoup été abordé. Moi, je me suis beaucoup fondée sur les travaux d'Isabelle Tracolwin sur la prostitution en Indochine, parce qu'on a des dynamiques de racialisation qui sont vraiment très fines au niveau de la prostitution, où on fait vraiment la différence entre des prostituées annamites, chinoises, européennes et japonaises. En fait, il y a cette idée que les Japonais, qui seraient une nation plus civilisée, en fait, finalement, que les pays colonisés, du coup, seraient plus en accord, finalement, avec les Européens, et que, du coup, ce serait, par exemple, plus honorable, en fait, d'avoir des liens avec une femme japonaise que une femme annamite, par exemple. Et ça, cette différenciation en termes racialisés, on la trouve vraiment notamment dans les tarifs qui sont appliqués aux différentes prostituées. C'est beaucoup plus cher, par exemple, de se payer les tarifs d'une prostituée japonaise que d'une femme annamite, par exemple. Et ça, c'est notamment dans l'anthropologie à l'époque, mais cette notion chez les prostituées japonaises d'une forme de grand patriotisme, d'attachement à la nation, de nationalisme exacerbé, s'est mis en avant comme la preuve qu'en fait les Japonais ont aussi droit de cité par rapport à ceux un peu concert des nations civilisées. Donc là, c'est un niveau assez fin entre les différentes actrices de cet univers économique. Et au sortir de la Première Guerre mondiale, qu'est-ce qui se passe ? Dans le cas des Japonais en Indochine, j'en ai parlé, mais la fin des maisons de tolérance, pour moi, montre un gros moment de bascule par rapport au peuplement japonais, puisque du coup, à partir de la réouverture du pays, on a un grand mouvement en fait d'émigration des Japonais qui vont aller travailler dans plusieurs localités du Pacifique, mais aussi d'Asie de l'Est, des travailleurs souvent assez pauvres qui travaillent dans les plantations, par exemple à Hawaï, ou alors en Amérique du Sud également. Et les femmes, c'est plutôt dirigé vers des activités prostitutionnelles. Et en fait, pour les activités prostitutionnelles, ça représente de plus en plus un vrai problème pour l'État japonais qui cherche à les mettre sous silence et à se dire mais comment est-ce qu'on peut un peu rapatrier cette population de femmes qui se trouvent à l'étranger et qui finalement nous causent du tort au moment où on essaye même en fait de négocier notre place de nation civilisée vis-à-vis notamment des États-Unis qui commencent un peu à se poser la question de toute cette immigration japonaise qui arrive et surtout d'amalgamer en fait les Japonais aux Chinois à cette époque. Du coup pour moi la transition de la fin de la Première Guerre mondiale, je la vois comme la mise sous silence en fait, enfin la fin de cette première émigration de femmes de classe populaire japonaise et l'arrivée en Indochine d'autres Japonais qui là pour le coup ont des activités assez distinctes et qui sont d'ailleurs assez opposés à la tenue de ces maisons de tolérance. Je crois qu'en 1917 on trouve une pétition notamment de Japonais d'Indochine qui disent que vraiment ce commerce en fait doit se terminer pour la bonne image du Japon à l'étranger. Bien. Concernant le lien politique 40-50, c'est vrai, il y a effectivement un lien politique, notamment avec la solidarité afro-asiatique qui va se mettre en place après Bandung 55 et qui véritablement va amener un certain nombre de populations africaines à pouvoir véritablement prendre attache avec l'Asie. Et à partir de ce moment-là, la circulation devient beaucoup plus importante. Et sur le territoire, notamment le territoire qui nous intéresse, le territoire camerounais, on se rend compte que
que ce soit l'Inde, que ce soit un certain nombre de pays asiatiques comme la Chine et autres, commencent à prendre position. Et sur le plan politique, ça leur permet véritablement de pouvoir prendre pied au Cameroun. Merci. Et je vais prendre trois questions en fait en même temps, donc essayer d'être bref. Donc Annick et les deux messieurs ici au milieu, après on passe. Merci beaucoup, je vais essayer d'être brève aussi. J'ai une question pour Nina Lauré et du coup je vais essayer de la réduire. En tout cas, merci, vous êtes vraiment rentré dans les tableaux et vous nous avez montré vos sources et ça permet vraiment de comprendre à la fois comment on peut faire avec ces sources-là une histoire des populations, y compris aux marges, y compris de petits effectifs, et aussi une histoire des pratiques administratives. Et toute cette histoire de requalification et de catégorisation par les autorités, ça m'a beaucoup fait penser au travail de Marie Rodet sur les migrantes ignorées du Haut-Sénégal et sur les manières d'invisibiliser le travail féminin. Donc voilà, j'ai vu que vous connaissiez ce travail. Mais je me suis demandé, du coup, je vous amène vers mes champs à moi, mais s'il y avait dans vos sources des manières de réfléchir aux mesures du travail, et du coup, est-ce que l'administration cherche à mesurer les autres activités exercées par ces Japonaises et pourquoi pas aussi par les Japonais, ou est-ce que c'est trop tôt dans la chronologie et c'est vraiment une logique policière et sanitaire qui fait qu'on les identifie, on les compte, mais on ne s'intéresse pas beaucoup à ce que font, enfin, à la question des professions. Voilà, c'est vraiment juste ça qui m'aurait intéressée. Merci Yannick. Monsieur Larenfant. Oui, une petite question au sujet de l'Indochine. Ces femmes qui sont invisibilisées au niveau de la résidence générale, est-ce qu'elles disparaissent complètement des statistiques ou est-ce qu'elles sont subrepticement réintroduites dans la classe des Asiatiques étrangers? Et on a encore une troisième question. Merci. Dans le même sillage, ma question sera la même pour les deux. Je vais peut-être nuancer chez Souleymanou. J'aimerais savoir quelle est la part de la clandestinité dans les statistiques, dans le fait que les prostituées... Bonjour. Il y a un terme japonais pour désigner cela, ne sont pas représentés dans les statistiques. Il y a certains écrits qui démontrent que il y en a qui quittent le Japon de manière clandestine, arrivent au Vietnam, changent de nom, prennent des noms vietnamiens. Quelle est la part de cela dans la production des statistiques? Est-ce qu'on parvenait à recenser des personnes qui sont arrivées japonaises et qui par la suite, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de l'exercice de leur métier, ont changé de nom? Ce qui est souvent le cas au Cameroun, où dans le recensement des Libanais, les Libanais, par exemple, ne montrent pas leur famille. Et il y a aussi la barrière linguistique. Est-ce que dans les recensements que vous avez trouvés, on détaille ces difficultés, les difficultés selon lesquelles des Libanais sont arrivés au Cameroun avec leur famille? Il y en a qui arrivaient dans des bateaux qui n'étaient pas enregistrés aux frontières, mais qui exerçaient dans les boutiques, dans les marchés et qui n'étaient pas recensés. Il y a des épouses des Libanais qui géraient les caisses, mais qui n'étaient pas recensées. Est-ce que vous trouvez des éléments qui décrivent ces difficultés de recensement dans les documents que vous avez consultés? Merci. Merci beaucoup. La parole est à vous. Alors, rapidement, du coup, sur la première question, oui, effectivement, enfin, moi, les travaux de Marie Rodet m'ont beaucoup guidée pendant mes recherches. Ça a été extrêmement fructueux d'un point de vue, je trouve, enfin, sur des objets partagés à la fois, mais d'un point de vue méthodologique aussi, un peu faire feu de tout bois dans les archives. Sur cette question de la mesure du travail, alors sur la prostitution, c'est un peu particulier parce que l'aborder en termes de travail, c'est pas du tout évident. À l'époque pour les policiers ou les administrateurs coloniaux, à la différence d'autres commerces que peuvent avoir les Japonais, je pense à des bazars, mais peut-être ce qui est plus évident en termes de travail et qui est des sources qui permettent un peu de recenser ça, je pense au paiement de patentes payées par les tenancières des maisons de tolérance, et ça a été une source très intéressante dans les archives, parce que c'était là où en fait elles apparaissent vraiment et où on voit qu'elles demandent par exemple des dégrèvements d'impôts en lien avec leur patente. C'est plutôt dans ces sources-là en fait que ça apparaît vraiment en termes de travail, parce que là c'est patente comme pour tenir un commerce. Et aussi dans ce tournant des années 20 où les maisons de tolérance disparaissent, là on voit certaines tenancières qui restent en Indochine et qui pour le coup reconvertissent leur commerce
des fois en hôtel, etc. Et du coup, là, on a ce changement plutôt dans des termes de travail un peu plus légal et accepté comme travail que la prostitution qui, pour le coup, occupe un statut un peu particulier et qui ne rentre pas vraiment dans ce scope du travail. Pour la deuxième question, alors je ne suis pas sûre de très bien comprendre quand vous dites est-ce que ces femmes sont réintroduites dans la population des Asiatiques étrangers, c'est-à-dire Est-ce que vous avez constaté que si vous refaites les comptes, si vous consolidez les comptes, est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence qui pourrait s'expliquer par le fait qu'on comptabilise les prostituées japonaises parmi les Asiatiques étrangers? Non, je pense que c'est vraiment pas du tout le cas. En fait, elles sont juste, soit elles sont pas comptées, soit elles sont comptées avec les Japonais, parce que pour le coup, il y a une différence assez stricte japonais-chinois. C'est pas la même chose. Alors après, il y a des difficultés de comptage, hein, bien sûr, pour les fonctionnaires sur le terrain, mais c'est pas la même chose. Donc quand elles sont comptées, elles sont bien comptées en tant que japonaises et clairement identifiées. Et pour la troisième question sur les noms, alors là, moi, j'ai pas du tout d'exemple de prostituées japonaises qui prennent des noms vietnamiens. Si vous avez des éléments à ce sujet, ça m'intéresse parce que moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a une différence très très claire entre les femmes qui sont japonaises et les prostituées annamites, une volonté de se différencier, puis aussi deux catégories qui sont vraiment renvoyées dos à dos par les autorités coloniales. Les noms, alors la question des noms, en histoire d'immigration, toujours compliqué, hein, de savoir ce qui est vraiment identifié. Est-ce que la personne est vraiment identifiée sous sa bonne identité? Des fois, on arrive à établir des correspondances, mais je dirais que plutôt, il y a des fois où ces femmes changent de nom ou simplifient leur nom, effectivement, mais la grande difficulté, c'est que les autorités françaises sont incapables de transcrire des noms japonais et que des fois, on se retrouve avec des noms qui sont vraiment très incohérents sur le point de vue phonétique. C'est plutôt à ce niveau-là la difficulté. Peut-être brièvement, parce qu'on me fait signe qu'on doit s'arrêter bientôt, parce que je croyais qu'on a le temps jusqu'à 12h30, 12h45 même. D'accord. Parce qu'on a commencé à 11h, donc on a eu deux présentations jusqu'à midi. Donc, ouais. Ok, bon. Bien. Concernant les statistiques, pendant la période de mandat, ou alors au niveau des archives concernant cette période, on n'a pas eu des éléments qui permettent véritablement de traiter de ces statistiques, de la clandestinité et tout. Mais au niveau des sources orales, il est dit que beaucoup d'Asiatiques changeaient de nationalité en fonction des intérêts qu'ils avaient sur le territoire du Cameroun. Cela beaucoup plus pendant la période de tutelle, avec notamment la guerre de libération, parce que tous ceux qui entraient au Cameroun et qui venaient de la Chine étaient beaucoup plus stigmatisés, d'autant plus que la Chine apportait un soutien inconditionnel au mouvement nationaliste camerounais. Et donc, certains de ces Asiatiques chinois, lorsqu'ils entraient sur le territoire camerounais, prenaient d'autres nationalités. Certains venaient sous le profil de journalistes afin de pouvoir véritablement assister le mouvement nationaliste. Mais sur le plan économique, il était beaucoup plus difficile de pouvoir échapper à la législation coloniale qui était en place, parce que la législation mettait en place un système qui cartographiait et qui véritablement catégorisait toutes les nationalités qui entraient, et il procédait à des vérifications afin véritablement de pouvoir quadriller et identifier tout ce qui était présent et qui menait des activités économiques. Du coup, moi, mes recherches étaient vraiment centrées sur cette question des trajectoires et des circulations. Moi, je ne suis pas du tout une historienne de la quantification. Du coup, au niveau de ces trajectoires, effectivement, il y a des intermédiaires de migration. Ils apparaissent très clairement dans les archives qui recensent les arrivées, notamment dans les ports d'Indochine. Notamment à Haiphong, il y a vraiment des registres très très détaillés sur qui sont les groupes qui arrivent, et la composition de ces groupes peut donner un peu des idées sur qui sont les intermédiaires de migration. Il y a des hommes, bien sûr, qui accompagnent ces femmes, des femmes aussi, des fois. On a du mal à comprendre vraiment dans quelle mesure ça se passe. Et alors, du côté en fait japonais, il y a une historienne qui s'appelle Nina Takemoto, qui a écrit un article assez récemment que j'ai trouvé très intéressant sur
les conditions du départ de ces femmes depuis l'ouest du Japon et de la manière dont, dans certaines régions, il y a une socialisation à l'émigration très forte, notamment avec des motifs de femmes qui reviennent au Japon et qui parlent à d'autres femmes du fait qu'elles ont trouvé de l'emploi à l'étranger. Alors là, il y a toute la question des mécanismes aussi de dissimulation, d'informations qu'on ne dit pas et d'une grande asymétrie d'informations quant à ce voyage et notamment des dettes qui sont contractées aussi pour se déplacer. Mais oui, il y a des réseaux, clairement, et comme je l'ai dit, ça passe beaucoup par des villes de la Chine du Sud, notamment Hong Kong aussi, où on voit que il y a vraiment des circulations transnationales entre, par exemple, Hanoï et Hong Kong, des gens qui font tout le temps des allers-retours, qui viennent à Hanoï pour recouvrer des dettes, par exemple. Enfin voilà, c'est une grande mobilité au sein de ce réseau, mais c'est vraiment des gens qui évoluent voilà, dans cette zone un peu de l'Asie de l'Est et du Sud-Est. Non, c'est pas les mêmes. Enfin, il peut y avoir parce que ça reste quand même des formes d'économie informelle. Moi, je trouve que en termes méthodologiques, lire les articles qui portent sur l'opium, ça m'a permis de conceptualiser pas mal de choses. Mais moi, en tout cas, j'ai pas du tout trouvé dans le cadre de l'Indochine des liens entre forcément les Japonais et l'opium. Et puis, pour la suite, je suis en train d'y réfléchir. Là, du coup, je pense que moi, j'aimerais bien continuer en thèse, mais peut-être sur un autre sujet. Peut-être retourner un peu plus du côté japonais. Du coup, là, en ce moment, je suis en train de travailler le japonais, surtout pour avoir un bon niveau et puis pouvoir poursuivre le sujet. J'aimerais bien travailler justement sur cette socialisation à l'émigration dans l'ouest du Japon. Ça m'intéresse beaucoup, mais aussi voilà les questions d'empire colonial japonais. Enfin, c'est encore en réflexion, quoi. Bien, concernant les liens entre la migration chinoise aujourd'hui et les statistiques de la période coloniale, en fait, il y a un lien très fort. Parce que de tous les Asiatiques qui se sont retrouvés au Cameroun, les Chinois faisaient partie du rare groupe qui ont apporté un soutien véritable au mouvement d'émancipation. Et pendant cette période, c'est vrai, on ne traitait que l'aspect économique ici. Il y a eu une forte relation sur le plan politique et donc du coup, une forte communauté camerounaise nationaliste s'est retrouvée en Chine dans le cadre des formations et l'objectif, parce que dans l'imagerie, on se disait qu'ils allaient seulement se former sur le plan militaire. Mais en réalité, l'objectif était de pouvoir se former dans tous les domaines pour pouvoir venir prendre le pouvoir au Cameroun et gérer le Cameroun. Et donc, du coup, lorsqu'ils reviennent, justement, ils ont gardé des liens très forts avec la communauté chinoise. Et avec le temps, il y a eu des séquences. Après les indépendances, le gouvernement en place s'est senti obligé de coopérer avec Taïwan pour mettre en difficulté la Chine. Mais le lien avec la population était toujours fort. Et en 1973, ils ont été obligés de rompre avec Taïwan pour récupérer, pour repartir avec la Chine. Et dès lors, les communautés chinoises ont commencé à affluer à partir de 1990. Et dans les enquêtes de terrain qu'on a eu à faire, on se rend compte que la population accepte très bien les Chinois, malgré les heurts qu'il y a, malgré tout ce qu'ils peuvent reprocher à cette population-là. Ils se sentent bien au Cameroun et il y a un ensemble d'éléments qui leur permettent ou qui permettent de faire le lien entre leur passé et ce qui se passe aujourd'hui. Et merci beaucoup. On a encore 7 minutes. Donc, Pierre a une question. C'est un peu la même tout à l'heure, mais dont on a parlé. Moi, je suis frappé, et c'est pas la première fois, mais c'est peut-être une différence de discipline, par le fait que quand on fait des recensements, il y a des gens qui concrètement vont les recenser au quotidien, puis ensuite on va remonter de la donnée, on va agréger. Et la catégorie qui va être centrale n'est pas forcément la même que celle qui est perçue par les acteurs qui font le recensement. Et particulièrement, on imagine bien dans ce que vous nommez, il y avait un document notamment dans la première présentation, on voit bien que dans ce premier document, la catégorie, elle n'est pas clairement figée. Et j'aurais vraiment une intérêt de curiosité, parce que c'est un des enjeux pour nous en comptabilité, c'est comment s'opère ce passage de catégories vécues localement au moment du recensement à des catégories plus générales, ce qui n'est pas simple parce que les archives ne sont pas localisées aux mêmes endroits. Il faut les revoir, ce n'est pas les mêmes acteurs qui vont le faire, parce qu'à la fin, c'est ce qui produit le sens global des chiffres qu'on sort.
Donc voilà, c'est à la fois pour lui laisser libre, en ayant parfaitement conscience que c'est sûrement parfois un travail titanesque, mais qu'en même temps, il me semble que se joue peut-être presque conceptuellement quelque chose de très important sur la question de la quantification à ce niveau-là. Oui, moi je trouve que c'est vraiment une direction d'enquête. Moi j'aurais aimé pouvoir la poursuivre dans le cadre de mon mémoire, de trouver même juste la méthodologie un peu concrète de ces recensements, parce que même de savoir comment ça se passe, là visiblement c'était la gendarmerie qui faisait remonter les informations sur quels documents est-ce qu'ils se fondent. Pour les étrangers, ils disposent de déclarations de résidence dans certains cas. Est-ce que c'est à partir de ça ? Je pense que c'est moi un moment où j'ai été frappée un petit peu par cette notion de catégories opérantes qui sont agrégées ou pas à la suite. Ça a été dans les listes que j'ai montrées de recensement des Japonais. Il y en a une qui est très détaillée et qui mentionne tous les lieux de naissance de ces femmes, mais qui là sont restitués avec une précision, mais que je n'ai vue dans aucun autre document. C'est-à-dire que je pense que c'est noté du mot à mot, parce que c'est du japonais transcrit. Et là, pour le coup, on a le village de naissance, la province de naissance, le département de naissance, et on retrouve... moi, ça m'a permis de faire une cartographie vraiment précise. Et du coup, là, je me disais, mais c'est incroyable que dans certains documents, en fait... L'agrégation de la donnée permet d'accéder quand même à ces informations qui sont des catégories opérantes pour les acteurs, à savoir vraiment l'endroit où ils viennent, d'où ils viennent. Mais dans d'autres, effectivement, on a un peu cet amas d'informations et on aimerait voir la chaîne derrière, mais moi, en tout cas, j'ai pas réussi à trouver un peu tout ce cheminement-là, quoi. Mais je trouve ça vraiment très intéressant. Ok, merci beaucoup. S'il n'y a plus de questions... on fera la transition paisible entre les deux panels. Merci encore une fois à Amadou et à Nina. Merci.